Bonjour et bonne année à tous les participants et toutes les participantes à cette première conférence de notre année 2015, mais qui est quand même la conférence du milieu de notre année scientifique 2014-2015. Pour moi, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir ici, dans le cercle cadre, le Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora. Ça fait bientôt 10 ans que nous fonctionnons ici dans la région de la capitale nationale Ottawa-Gatineau. C'est un grand plaisir d'accueillir le professeur Yao Assogba, qui est professeur émérite à l'Université du Québec à Ottawa et l'UQO, où il a fait toute sa carrière d'enseignant dans les 3 cycles et de chercheur. Il a notamment enseigné la méthodologie de la recherche, les théories sociologiques et la sociologie de la famille. Il a publié de nombreux ouvrages, livres et articles scientifiques, spécialiste de Raymond Boudon, pour la petite histoire. J'ai lu comme professeur de sociologie à Paris 4 Sorbonne, l'année 1996-1997. C'est son maître, mais qui a aussi été mon maître dans mon livre qui vient de sortir. Je l'ai mentionné. Ça, ce sont des grands esprits que Dieu envoie chaque siècle, je crois. On peut dire ça. Oui. Mais le professeur Assogba a appliqué la théorie de l'individualisme méthodologique au domaine de l'éducation, de l'insertion socio-professionnelle et du développement en Afrique et au Québec. Et en l'année 2000, il a reçu le prix d'excellence des professeurs de l'UQO. Professeur Assogba, c'est un grand plaisir pour moi. Après, je vais présenter Blaise quand il va prendre la parole. On commence par vous, qui êtes le premier intervenant. Je crois que notre dernière rencontre, il y a 2 mois chez vous à la maison, je vous ai dit que, professeur Assogba, je suis fier de votre carrière parce que vous avez fait preuve, d'après les critères ici où nous sommes en Occident, de passer toute votre carrière comme professeur titulaire, et puis vous avez publié des ouvrages qui font autorité. Notre revue Afroscopie de 2015, ils m'ont écrit hier, qui va paraître la semaine prochaine à Paris, et bientôt peut-être nous l'aurons dans quelques jours ici à Ottawa. J'ai recensé au moins la moitié de vos ouvrages, professeur Assogba. Et je suis très fier d'avoir fait ce travail parce que nous, ici, nous travaillons pour la prospérité et pour l'avenir. Quand je vois les enfants là, Esther, Joseph, et les parents qui amènent leurs enfants, c'est ça l'avenir de l'Afrique ici. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà vu, moi, en tant que Congolais, j'ai déjà enterré au moins la moitié de mes amis ici, au Ottawa-Gatineau. Donc, au lieu de continuer dans les rêveries, c'est ici que ça se joue, et nous devons avoir une éthique de la dignité, de la fierté, de la responsabilité. Et ça passe aussi par l'écriture, par l'archivage des savoirs pour ces enfants qui sont là. Nous ne serons plus ici au Canada. Quand eux seront ici à l'université, ils vont dire que nous sommes vraiment, nous avons les coudées franches. On a professeur Assogba, on a Blaise Nala, qui ont écrit sur nous Canadiens d'origine africaine. Alors, sans plus tarder, donc on va avoir une conversation, bien sûr, c'est le but de nos conférences. Je tiens juste à souligner 2 choses. D'abord, le titre de la conférence du professeur Assogba, c'est « Contribution des diasporas africaines au développement de l'Afrique ». Alors, j'ai déjà présenté, donc il est né au Togo, il a fait ses études universitaires en sociologie, en sciences et en sciences de l'éducation, où il a obtenu son PhD à l'Université de Laval, mais aussi le professeur, toute sa carrière, il a passé à l'UQO ici. Et c'est une fierté, c'est seulement en novembre qu'il a vraiment été, il y a eu une cérémonie pour sa célébration comme professeur émérite. Et il n'y a pas plus grande joie comme Africain, aussi comme universitaire, que d'accueillir un aîné qui a fait toute sa carrière ici devant nous. Et c'est d'abord nous, Africains, qui devons le célébrer. Et dans la revue qui est sortie, j'ai recensé la moitié des ouvrages,
Et il sait, je crois que la retraite, c'est une retraite académique, mais au niveau de, comme chercheur et écrivain, il a beaucoup de choses à dire et à donner encore. Alors, sous vos applaudissements, je vous remercie beaucoup, professeur Assogoba, pour être venu ici. Et puis, on va l'accueillir sous vos applaudissements. Alors, je tiens à remercier Benoît et à le féliciter pour le gigantesque travail qu'il a à bas tout seul. Et j'admire sa persévérance parce que je sais que ce n'est pas facile d'animer un cercle d'études et ce n'est pas facile aussi de mobiliser les nôtres pour faire un travail de bénévolat pratiquement, mais un bénévolat rentable. Et je pense que nous devons féliciter Benoît pour le don de soi qu'il fait pour la diaspora africaine au milieu universitaire au Canada. Alors félicitations encore. Et j'espère que tu auras la santé et continuer cette œuvre. Et puis aussi que un jour tu trouveras une aide de la part de nos compatriotes pour t'aider à faire ce que tu fais, parce que c'est toi seul qui écris, tu nous envoies du courriel, tu recenses, et de longs courriels, c'est pas facile d'écrire de longs courriels, tu nous informes, tout ça là. Je te félicite et puis je pense que tu forces notre admiration de façon positive. Bon, alors, et quand Benoît m'a demandé de faire une conférence, je sais que le rôle de la diaspora tient beaucoup à cœur à Benoît, et moi aussi. Alors, j'ai dit que je vais parler de la contribution des diasporas africaines au développement de l'Afrique. Alors, après une introduction, je vais parler je vais définir la notion de diaspora. C'est très important de comprendre c'est quoi la diaspora. Et ensuite, je vais parler des transferts que la diaspora fait, que ce soit le transfert économique, financier ou bien le transfert de connaissances. Et je vais distinguer 4 types de transfert des ressources qui sont portés par 4 types de diaspora. Donc j'ai dressé une typologie de la diaspora en fonction des ressources que la diaspora transmet. Donc, pendant longtemps, on a sous-estimé, je peux dire même, on a méprisé les diasporas, surtout avant les indépendances, et immédiatement après les indépendances, on traitait la diaspora de fuite de cerveau et de ne pas contribuer au développement de leur pays. Mais à partir des années 70, on s'est rendu compte, en tenant compte des autres diasporas, la diaspora juive, la diaspora asiatique, on s'est rendu compte que ces diasporas-là apportent des contributions énormes. Et là, les agents de développement, les organisations internationales de coopération se sont dit, mais au lieu de parler de la fuite des cerveaux, il faut qu'on parle de mobilité des cerveaux, de mobilité des bras et
d'organiser un canal où on va pouvoir mobiliser la diaspora africaine pour contribuer à leur pays de développement. Et puis aussi, on a pris conscience aussi que la diaspora contribue au développement des pays hôtes, et que ce soit par ce que j'appelle la diaspora scientifique et technologique, qui enseignent, qui font la recherche dans les laboratoires. Vous faites une petite enquête ici, vous allez voir qu'au fédéral, il y a beaucoup d'Africains, d'autres diasporas, qui sont soit dans des centres de recherche en santé, je pense à Jean-Paul, et d'autres aussi, que ce soit aux affaires étrangères. Et il y a des entrepreneurs également, africains, et d'autres diasporas, haïtiennes, tout ça, qui contribuent au développement du Québec et du Canada, même si on ne met pas ça toujours en relief. Bon, donc, dans ma recherche, j'ai distingué 4 types de ressources que la diaspora transfère vers l'Afrique. D'abord, les ressources financières et matérielles pour la survie des familles. Deuxièmement, les ressources destinées à la mise en œuvre des projets de développement des collectivités. Et troisièmement, des ressources scientifiques et techniques, par exemple des compatriotes ou des Africains qui vont, soit par initiative personnelle, soit par les organismes internationaux de développement, comme l'AUF, l'Association des universités francophones, qui supportent financièrement les diasporas pour aller enseigner ou faire la recherche dans leur pays. Enfin, la 4e ressource que la diaspora transmet, c'est ce que j'appelle la participation à la vie politique de la nation, soit en supportant les partis d'opposition, et je pense ici à la diaspora rwandaise qui s'est beaucoup impliquée dans la libération, dans la lutte contre la dictature au Rwanda. Je pense aussi aux gens de l'Érythrée qui investissent dans la politique de leur pays. Je pense aussi aux pays qui mobilisent, qui permettent à leur diaspora de participer aux élections. Alors, la question que je me pose la question suivante, et je me demande quel est le poids relatif de chacune de ces ressources dans les transformations sociales et éthiques qui s'opèrent dans toutes les sociétés humaines pour l'amélioration des conditions de vie, l'émancipation des personnes et des collectivités. Deuxième question, à quelles conditions ce potentiel gigantesque des ressources peuvent contribuer efficacement aux transformations sociales? Voilà les 2 questions auxquelles je vais répondre. Et ma conférence comprend 3 principales parties. La première présente une définition très brève de la notion de diaspora. La seconde partie présente les 4 types de ressources diasporiques. Et
La troisième analyse les conditions dans lesquelles les diasporas pourraient contribuer plus efficacement au développement de l'Afrique. Alors, la définition de la notion de diaspora, même si les gens connaissent ça, je trouve important de rappeler ça. Le mot diaspora, la notion de diaspora, signifie dispersion, vient du grec sporo, qui veut dire graine, qui veut dire aussi graine semée. À l'origine, le terme était utilisé pour embrasser la dispersion des établissements grecs autour de la Méditerranée depuis les temps anciens. Donc c'est la dispersion des intellectuels grecs autour de la Méditerranée. Et après, on a utilisé ça aussi à la communauté juive. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, nous entendons par diaspora africaine, ou bien les Africains de la diaspora, les communautés des différents pays d'Afrique noire installés en Europe, en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, au Canada, dans les Antilles, aux Caraïbes, et dans une certaine mesure, dans les pays des sous-continents, du sous-continent. Par exemple, les Togolais, les Nigérians qu'on trouve dans d'autres pays, autres que leur pays d'origine, je les compte parmi les diasporas. Bon, et donc voilà défini brièvement la notion de diaspora. Et comme je disais avant, et on pensait que la diaspora n'était pas un levier rentable pour leur pays, mais une perte pour leur pays d'origine. Mais plus tard, on s'est rendu compte, comme je vous ai dit dans l'introduction, que cette diaspora peut travailler pour leur pays d'origine. Et de manière générale, en tant qu'immigrés, les diasporas africaines, à l'instar des autres diasporas, ont développé ce que j'ai appelé la culture d'immigrés, dont les valeurs fondamentales sont l'importance de la communauté d'appartenance. On essaie toujours de nous regrouper selon notre groupe d'appartenance. L'ambition de réussite pour soi-même et pour sa progéniture, ça fait partie de la culture du migrant. La valorisation de l'éducation et la propension à l'épargne, et comme valeur encore l'esprit de sacrifice et de débrouillardisme, et puis l'esprit d'initiative. Voilà les caractéristiques de toutes les diasporas, et les Africains ne font pas exception. D'ailleurs, en énumérant ces valeurs-là, je suis sûr que chacun de nous s'y retrouve. Vous voyez, dans les études sur l'éducation, au secondaire, puis surtout, les enfants d'immigrés ou d'immigrants ont plus d'ambition scolaire que les étudiants du pays d'accueil, et
vous allez remarquer aussi que les études de maîtrise et de doctorat, il y a plus d'étudiants étrangers, relativement parlant, que d'étudiants du pays d'accueil. Et depuis quelques années, toutes les universités canadiennes axent leur publicité vers les pays d'Afrique et vers les pays d'Asie pour aller chercher des étudiants. Et quand le gouvernement Couillard a dit qu'il va augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers, les universités se plaignent qu'on va les priver des étudiants de la diaspora. Et la diaspora représente un flux et un reflux de forces économiques, politiques, sociales, culturelles, intellectuelles, qui constituent un potentiel qu'on peut développer. Alors, en faisant ma recherche, et là c'est la deuxième partie de ma conférence, j'ai distingué 4 types de ressources diasporiques. Le premier, c'est ce que j'appelle les diasporas africaines ou l'homo donator. D-O-N-A-T-R-O. D-O-N-A-T-O-R. Et ce type 1 d'homo donator caractérise la diaspora et recouvre toute la diaspora, qui transfère des fonds sous forme de dons à leur famille, et généralement ces dons sont essentiellement consacrés à la consommation et sert également à ce que j'appelle l'état social, qui remplit le rôle des services de santé, des services sociaux. Parce que l'argent de l'homo donator permet de payer les médicaments, permet de payer les études, permet de s'occuper de la santé des parents, etc. Et permet également, comment on appelle, de financer les funérailles. Et les recherches montrent que les ménages en Afrique bénéficient de 60 à 85% des pays, selon les pays, de la diaspora homo donator. C'est beaucoup. Et dans la plupart des pays, bon, vous savez que les conditions de la santé, les organismes, les institutions de santé et services sociaux sont en délabrement total. Et je dis toujours, je ne comprends pas que après 50 ans d'indépendance, nos dirigeants n'ont pas d'hôpitaux où ils peuvent se faire soigner. Ça, je n'ai jamais compris. Et tous, ils vont se faire soigner en Europe, ils meurent là-bas, on les transfère chez nous. Alors, le pauvre paysan, le pauvre petit commerçant qui n'a pas d'argent, il n'a même pas d'hôpital où se faire soigner. Ça, c'est très général, c'est regrettable. Et l'homo donator, comme je vous ai dit, son apport est essentiellement consacré à la consommation. Donc, en termes de développement, on trouve que
le mot donateur, sa contribution au développement est très très faible dans la croissance économique du pays. Et à ce propos, il y a des suggestions, des recommandations qui disent, bon, pourquoi on ne créerait pas des microfinances où on va canaliser les dons de la diaspora, les dons destinés à la famille, en faire une caisse d'épargne qui prête l'argent et on se sert des bénéfices ou bien de rentabilité pour payer les familles et le capital, les capitaux qui vont rester, peuvent contribuer au développement économique et social. Au lieu qu'on envoie directement l'argent aux familles, et c'est quasiment un investissement dans un gouffre sans fin. C'est comme un panier où on met de l'eau, ça ne contribue pas au développement, ça fait seulement vivre les gens. Et aujourd'hui, le volume des transferts de fonds des diasporas africaines vers leur pays d'origine représente 9 seulement, comme je dis, c'est très faible, ça représente seulement 9% du produit intérieur brut dans certains pays. Ça va de 11% par exemple pour le Mali, 19% pour le Sénégal. Donc ça dépend des pays. Et je sais que au Mali puis au Sénégal, si la contribution est élevée pour le PNB, c'est parce que l'État a organisé un système, une structure qui prend la contribution de l'homo-donateur, mais qui rentabilise ça pour, en même temps, non seulement nourrir les familles, mais en même temps pour faire des petites entreprises, des mutuelles d'assurance, des mutuelles de médicaments, etc., etc. Alors, dans les pays où ce n'est pas organisé, le mot donateur, sa contribution au produit national brut est presque nulle. Et ce qu'il y a aussi, il est difficile de quantifier ce transfert parce qu'on utilise plusieurs canaux d'envoi. Ou bien, j'apprends aujourd'hui que Benoît va au Congo, ben, je lui donne de l'argent pour donner à mes parents, mais ce n'est enregistré nulle part. Ou bien, on passe par Western Union, qui charge beaucoup, oui. Mais si on ne demande pas à Western Union de nous donner les statistiques sur le montant des transferts, ils ne nous donneront pas. Et puis encore là, avec la loi sur la vie privée, on ne sait pas du tout où vont cet argent. Donc c'est très, très difficile de quantifier cet argent dans la mesure où ça prend divers canaux. Bon. Et dans certains pays, vous allez remarquer que le transfert de l'argent de l'homo-donateur dépasse l'aide publique au développement que la France accorde aux pays francophones. Vous voyez que c'est quand même beaucoup. Et à la lumière de ces données, je peux dire que les Africains de la diaspora se présentent comme des homo-donateurs qui jouent de manière informelle, hein, à moins que le pays soit organisé comme
il y a certains pays qui sont organisés de façon informelle et un rôle que j'appelle, dans les faits, un rôle dont l'effet est ce que j'appelle l'hyperbolique de rente. L'hyperbolique de rente veut dire que nos familles sont devenues des rentières qui augmentent de façon hyperbolique avec le temps. Plus il y a crise économique au pays, plus on augmente l'argent que nous envoyons. Donc, et pour conclure, le mot donateur fabrique des rentiers. Et on sait que les rentiers peuvent investir, mais généralement, dans nos cas, c'est pour consommer. Dans les faits, ce sont des pans entiers de personnes et de familles qui deviennent des rentiers de la manne de la diaspora africaine. Voilà pour le mot donateur. Le deuxième type que j'ai dégagé, c'est ce que j'appelle diaspora africaine qui représente l'homo economicus. Et ce type renvoie aux ressources financières destinées à l'épargne ou destinées à l'investissement dans des activités comme l'immobilier. Et toutefois, il faut insister sur le fait que le mot economicus cherche toujours une rentabilité. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a l'État qui peut recueillir ce fonds et l'investir, ou bien les organisations ethniques. Je prends le cas des Bamileke, et qui ont une association dans leur pays d'origine, qui prennent l'argent, les investissent dans l'immobilier, et quand vous allez, les recherches ont montré que Yaoundé, Douala, les immeubles, l'immobilier appartient à un groupe ethnique qui est qu'on j'appelle surtout les Bamileke. Et depuis que le Rwanda, après le malheureux génocide, et avec l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame, et il y a toute une organisation de la diaspora Homo economicus qui contribue vraiment à la croissance économique des pays. Et l'État rwandais accorde des facilités, que ce soit au niveau de l'impôt, que ce soit au niveau des taxes douanières, à leur diaspora Homo economicus a contribué, n'est-ce pas, et à, on appelle, au développement de leur pays. Bon. Et l'Homo economicus contribue généralement au développement de leur région, ou bien au développement urbain, mais l'argent va aussi dans les municipalités, pas dans les municipalités, dans les villages aussi, etc. Par rapport à l'Homo economicus, il s'organise en termes de partenariat avec les institutions ou bien les compagnies, les industries ici, qui vont aller investir dans les pays d'origine. Ainsi, on voit de façon sporadique ou bien de façon équilibrée la diaspora africaine qui sont associées
à des compagnies canadiennes ou québécoises pour aller investir dans les pays d'origine. Et on remarque aussi que la diaspora Homo economicus participe aussi à la construction des écoles, des hôpitaux et qui améliore le sort des populations. Bon, les exemples sont nombreux. Les associations diasporiques au Sénégal, Mauritanie, Ghana, tout ça c'est très très documenté. Et voilà pour la diaspora Homo economicus. Le troisième type de diaspora que j'ai distingué, c'est ce que j'appelle la diaspora africaine Homo scientificus et Homo technicus. Ça englobe les intellectuels dans les domaines divers, en sciences naturelles, en ingénierie, en ingénieur, en sciences sociales, qui représente un cas très important. Et les organisations comme l'association, l'agence universitaire francophone aident beaucoup la diaspora scientifique et technique. Et vous savez, ça remonte dans l'Antiquité. Et ce sont les diasporas qui sont venus à la Méditerranée, les savants, pour développer la Grèce. Ce n'est pas les ressortissants directs de la Grèce. Pythagore n'est pas grec. Donc, ça remonte très très loin, où la diaspora homo scientifique travaille en réseau. Il y a deux systèmes. Le premier système, à l'ère des nouvelles technologies, c'est que la diaspora s'organise ici et crée des réseaux d'échange avec les pays hôtes. Il y a des pays comme le Ghana et d'autres pays comme le Burkina qui font appel à leur diaspora scientifique. Et un exemple concret que je veux donner, c'est le cas du Malien, le mathématicien qui a travaillé à la NASA, et j'ai oublié son nom. Modibo, oui, qui a créé une université virtuelle et qui alimente toute une, comment on appelle, plusieurs pays, qui met le savoir à la disposition des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour venir ici. Et les diplômes que ces gens-là obtiennent sont reconnus par leur pays. Donc, voilà. Et par comparaison, les pays d'Asie du Sud-Ouest se sont développés. Ils ont créé ce que j'appelle des centres industriels, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit Thaïlande, des choses comme ça. Ce sont eux qui ont permis le développement technologique, qui ont leurs savants, qui ont fait que ces pays se sont développés. C'est grâce à la diaspora chinoise que la Chine a la bombe atomique. C'est grâce à la diaspora pakistanaise que le Pakistan a la bombe atomique. Mais ils sont très surveillés par les Américains. Ils n'utilisent pas ça à mauvais escient. Mais ils ne veulent pas que l'Iran ait sa bombe atomique
parce qu'ils savent, surtout parce que Israël se sent menacé, mais parmi les pays en développement, le Pakistan a de bombes atomiques, mais ils sont très surveillés par les Pakistanais. D'ailleurs, c'est grâce aux Pakistanais qu'on a pu mettre la main sur le fameux Ben Laden. Ben Laden. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, je ne rêve pas encore pour un pays africain d'avoir la bombe atomique, mais si vous relisez l'Afrique doit s'unir de Nkrumah. L'Afrique du Sud a failli. Pardon? L'Afrique du Sud s'est rapprochée, s'était beaucoup rapprochée du temps d'apartheid, oui, de la bombe, jusqu'à ce qu'il arrête le programme. Je dirais même que l'Afrique du Sud l'a eu, et suite à des pressions, ils ont arrêté. Ils ont arrêté le programme. Oui, l'Afrique du Sud l'avait eu. Et effectivement, c'est grâce à la diaspora sud-africaine aux États-Unis et en Angleterre, effectivement, l'Afrique du Sud l'a eu. Ben oui, mais ils ont bloqué, c'est ça, ils ont bloqué malheureusement. Parce qu'on nous considère comme des gens qui sont potentiellement dangereux, je ne sais pas, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on concurrence avec eux, quoi. Ils ne veulent pas qu'on concurrence avec eux. Et on estime aujourd'hui qu'environ un tiers des diasporas scientifiques et techniques proviennent des pays en développement qui travaillent dans les pays du Nord. Et c'est beaucoup. Et nous qui sommes ici, évidemment, c'est très difficile pour nous de s'insérer sur le marché du travail. Nous avons des cerveaux, des ingénieurs ici qui peinent à s'insérer sur le marché du travail. Ça ne concerne pas seulement les Africains, mais ça concerne les Européens, l'Afrique du Nord. Et au Québec, les plus instruits, c'est les Maghrébins. Lorsqu'on fait l'échelle de la province du Québec, les premiers, c'est les Maghs. Le taux de chômage est très, très, très élevé et parmi ces gens. C'est beaucoup, le tiers de la diaspora. Bon, et il y a deux grands mécanismes par lesquels la diaspora Homo scientificus et puis Homo technicus contribue au développement. Le premier, j'appelle le retour des cerveaux, ou l'option retour, lorsque les conditions politiques et sociales le permettent. Il y a des diasporas qui volontairement retournent et les États qui sont organisés leur facilitent les conditions et créent des centres de recherche pour ces gens-là. Les pays anglophones sont très développés là-dedans parce qu'on ne fait pas appel à ce que j'appelle l'option retour pour que les gens soient là et ne soient pas productifs. Donc, ces pays créent des centres de recherche pour cette diaspora et qui... Deuxième mécanisme, c'est ce que j'appelle l'option diaspora, qui consiste à mettre sur pied, j'en ai parlé tout à l'heure, des réseaux de mobilisation à distance et de reconnexion des chercheurs, des ingénieurs de la diaspora avec les communautés scientifiques présentes sur le territoire. Il y a Coudesrea qui permet ça un peu, et il y a parmi ce que j'appelle l'option diaspora, et sans trop de modestie, je pense que j'inscris le CERCLAD dans cette diaspora-là,
et qui est en réseau et par ses publications avec non seulement des scientifiques, mais les étudiants en Afrique, dans les Antilles, ils ont on a des collaborations. Donc, et ce n'est pas un type que j'ai inventé ex nihilo. On a des exemples ici, et ça paraît banal, mais ce que Benoît fait, ça fait partie de ce que j'appelle l'option diaspora, qui consiste à mobiliser, à être en reconnexion et à mettre le savoir à la portée des gens. Le retour des compétences et les réseaux de reconnexion ont fait en sorte que l'on préfère aujourd'hui le terme mobilité, de circulation, d'échange de cerveau. Quand j'immigre, c'est une mobilité. Ce n'est pas une perte. Et aujourd'hui, les cerveaux, c'est une mobilité. Et moi, je quitte ici, je vais au Congo. Pendant des années, quand j'étais à l'université de l'UCO, j'ai enseigné, j'allais, comment on appelle, chaque année au Sénégal, à l'université Saint-Louis. Et on a créé récemment dans toute l'Afrique de l'Ouest ce que j'appelle l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, qui se trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ils ont créé une unité universitaire au Togo. Là aussi, je suis allé enseigner pendant des années. Donc, des chiffres un peu sur la diaspora, ce que j'appelle Homo scientificus et Homo technicus, que j'ai abrégé ST. Environ plus de 25 000 diplômés immigreraient chaque année, je parle d'Afrique, dans les pays du Nord. Et cette migration coûterait environ 4 milliards de dollars. Ça, c'est dans le monde diplomatique que j'ai pris ces données-là. Malgré ce haut potentiel, les diasporas ST du continent, force est de constater que, sauf quelques rares projets, de nouvelles expériences sont vraiment rares pour pouvoir profiter de cette diaspora qui migre vers le nord, et on ne peut pas faire une reconnexion avec eux pour aller dans les pays d'origine. Le quatrième type, c'est ce que j'appelle la diaspora africaine Homo democraticus, qui s'est développée surtout à partir des années 70 avec le vent de la démocratisation, où les diasporas participent à partir d'ici à la vie. Bon. Alors, voilà les 4 types de diaspora que j'ai essayé de construire, d'élaborer à partir des données de terrain que j'ai, qui m'ont permis de faire cette typologie. J'avais ma deuxième question tout à l'heure que j'ai posée, c'est quel est le poids relatif de ces 4 types de diaspora au développement de leur pays. Bon, comme je disais, le mot donator, il a besoin de comment j'appelle,
de voir dans quelle mesure, tout en aidant les familles, on peut prendre une partie des transferts pour assumer le développement. Et ça, le poids de l'Homo Donator est très faible. Le poids de l'Homo economicus se sont développés depuis la mondialisation de l'économie. Nous trouvons beaucoup comment on appelle, d'organismes ou d'Africains de la diaspora qui font les consultations, qui sont en partenariat avec les organisations et tout ça. Ça a un poids sur le développement des pays, mais il reste encore à les mobiliser et à les canaliser de façon plus systématique et comme on en fait les Homo economicus libanais, chinoises et font. Bon, le mot scientificus et technicus, c'est le plus développé pour le moment. Et ça s'est développé grâce à des organisations internationales de coopération au niveau de l'enseignement supérieur. L'UNESCO, l'agence universitaire francophone, et le CRDI, et Centre de recherche international sur le développement. Donc, et bon, évidemment, le mot politicus, ce que je peux dire, c'est que sa contribution a été, n'a pas donné les résultats escomptés. Dans la mesure où, généralement, depuis le vent de la démocratie, la diaspora est dans une grande proportion appuie l'opposition pour la démocratisation. Mais nos pays sont ce que j'appelle des démocratures et non pas de démocrates. Démocrature dans le sens que la seule chose qui est un indicateur de la démocratie, ce sont les élections. Même ces élections-là qu'ils organisent, ce n'est pas transparent, c'est vraiment truqué, et nos pays ne sont pas encore, la plupart de nos pays ne sont pas encore démocratisés. Donc le mot politicus, plusieurs de la diaspora sont découragés, ils ont perdu la foi sur l'avenir démocratique de leur pays. Nous, ça fait depuis 1963 qu'une seule famille règne sur le Togo et la situation économique, sociale de mon pays est catastrophique. Les élections vont avoir lieu bientôt, au mois de mars. Puis bon, les résultats sont connus d'avance. Comme dira un président africain, comment je vais organiser les élections et les perdre. Alors, qui est fou la même, comme diraient les Ivoiriens, si ce n'est pas Mme Moufoué qui construit des maternités sans avoir des enfants. Bon, alors, et pour conclure, je vais énumérer maintenant quelles sont les pistes de solutions pour rentabiliser comment on appelle l'apport de la diaspora. Donc, pour les 4 types que j'ai donnés, je vais donner des types, des pistes de solutions.
canalisation et rationalisation des ressources des diasporas homo donator. Il s'agit ici de construire ce que j'appelle un nouvel état social. Cet état social, c'est ce qu'on appelle toute la sphère d'une société qui s'occupe de la santé, qui s'occupe des affaires sociales, et qui s'occupe de la gestion des gens, qui s'occupe des enfants handicapés, des personnes handicapées, et tout ça là. Alors, si on n'organise pas cet état social, à partir de notre homo donator, on ne peut pas développer le système de santé et de services sociaux en Afrique. Parce que ce qui permet ça, c'est le fait de payer les impôts. Or, chez nous, les gens ne payent pas les impôts. Alors, on ne peut pas avoir des services de santé, des services sociaux, si l'État n'a pas d'argent. Alors, la suggestion que je fais, que d'autres chercheurs font, comment organiser, puisque de toute façon, le homo donator s'occupe de sa famille, santé, maintenant, pour rentabiliser ça, comment on peut canaliser l'argent, mettre une partie dans ce que j'appelle l'état social, qui va contribuer à aider directement pour la santé, les affaires sociales de nos pays. Même cet argent peut aller dans le ministère des Affaires sociales. Donc voilà la première piste pour le mot donateur. Encourager, multiplier les transferts de fonds. Troisièmement, pour le mot donateur, favoriser le développement des mutuelles d'épargne. Mutuelles d'épargne, c'est à la portée de tout le monde. De mutuelles de crédit, d'assurance qui permettent aux familles de continuer de recevoir les fonds quand les leurs en ont besoin. Quatrièmement, favoriser le cofinancement diaspora et aide publique pour réaliser des projets dans les secteurs comme l'éducation, comme la santé. Canalisation et rationalisation des ressources des diasporas homo economicus. Les États africains doivent mettre en vigueur des politiques de développement qui consisteraient à orienter une grande partie des transferts de fonds vers l'épargne, à investir dans le capital humain pour former des personnes capables d'entrepreneuriat. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui permet, les PME, qui créent des emplois. Et nous avons des PME en Afrique, nous avons des petites moyennes entreprises. Mais généralement, c'est familial, et puis après, ça ne perdure pas, on reconnaît, on recommence. Orienter les transferts de fonds dans des investissements productifs et de création d'emplois. Enfin, favoriser la coopération entre les mouvements associatifs d'économie sociale ou d'économie populaire avec les pays d'origine, mais aussi les pays d'accueil, pour pouvoir favoriser l'économie sociale. Je prends par exemple, dans le cas du Québec, le mouvement des jardins, qui permet, ils sont très présents au Sénégal, qui permet de créer des petites et moyennes entreprises et dans l'épargne. Vous savez que le mouvement des jardins au Québec, parce que les Canadiens français ou les Québécois n'épargnaient pas.
mais c'est M. Alphonse Desjardins qui, à un moment donné, comme il voit que la société québécoise est basée sur la paroisse, a demandé que les paroissiens épargnent. Et aujourd'hui, le mouvement Desjardins est devenu une entreprise capitaliste, malheureusement, qui échappe aux membres. Et on peut imaginer quelque chose comme ça aussi vers l'Afrique. On peut également, enfin, favoriser la création des marchés financiers qui regroupent plusieurs États africains, comme l'UMOA, qui sont là sur papier, mais ils ne se développent pas. Canalisation et rationalisation des ressources de la diaspora et ST, c'est-à-dire Homo Scientificus et Technologie. La réalité des diasporas ST est fort complexe. Leur forme et leur modèle varient selon l'économie, la culture et les systèmes sociopolitiques du pays. Mais il est reconnu que leur production scientifique, technique, artistique constituent ou peuvent constituer des ressources potentielles du développement de leur pays d'origine. Dans le contexte de la mondialisation, les États africains doivent élaborer des politiques, et établir des mesures juridiques. C'est dans ce sens que les États doivent mettre en vigueur des politiques souples et efficaces qui vont permettre le déplacement de la diaspora scientifique pour faire l'enseignement. Encourager les diasporas et chercheurs à former des réseaux avec le pays d'accueil. Mettre en œuvre des programmes de mission pour aller en mission. Canalisation maintenant de l'homo politicus, l'implication des diasporas africaines, homo politicus, dans l'espace politique des pays d'origine à partir des pays hôtes peut dépendre de deux facteurs. D'abord, il y a la nature du système politique, dans l'un ou dans l'autre. Nous, pendant le Togo, on ne peut pas participer aux élections. Il y a quand même quelques pays d'Afrique qui permettent à leurs compatriotes de participer aux élections, de participer à la vie démocratique. Conclusion. L'un des problèmes du développement de l'Afrique, c'est le chaînon manquant entre le niveau micro et le niveau macro de chaque sous-système. Il y a un chaînon manquant entre la microéconomie et la macroéconomie, le micro-social et la macro-social de leur société. Or, le niveau méso, et micro, macro et méso, est justement ce chaînon manquant. En canalisant et en rationalisant les ressources des diasporas africaines au niveau méso, on pourrait établir progressivement le pont entre le niveau micro du développement et le niveau macro pour réaliser les grands changements socio-économiques qui conduiraient les nations de l'Afrique contemporaine à un réel développement. Merci. Abelisi, begin at there, she been alive.